Au XVIe siècle, notre rapport au monde change radicalement. Les découvertes se succèdent à un rythme inégalé et certaines d'entre elles annoncent déjà les technologies modernes. Voici les 10 plus grandes inventions de la Renaissance. On a déjà abordé plusieurs fois la mesure du temps dans cette série. On a parlé de la clepsydre dans les inventions de l'Antiquité, de l'horloge mécanique dans les inventions du Moyen Âge. Pendant la Renaissance, on miniaturise cette mesure du temps avec la montre de poche. Dans les horloges, l'énergie transmise aux aiguilles est délivrée par un poids qui descend progressivement. Et la régularité du mouvement est assurée par le balancier. Dans les montres de poche, ces deux fonctions sont assurées par des ressorts spiraux. Un premier ressort spiral plutôt épais est appelé le ressort moteur. Quand il est comprimé, il emmagasine de l'énergie et son rôle, c'est de transmettre cette énergie progressivement au reste du mécanisme. Ensuite, un deuxième ressort spiral est fixé sur le balancier, c'est ce petit volant, et cet ensemble ressort spiral balancier va osciller à une fréquence fixe. On appelle cet ensemble le résonateur, pour ceux qui connaissent, c'est un oscillateur harmonique. Étape suivante, on transmet ce mouvement d'oscillation régulière à une roue dentée qui va bouger cette fois-ci par à-coups. C'est ce qui donne le fameux tic-tac. Et enfin, d'autres mécanismes transmettent ce mouvement aux aiguilles. Dans les premières montres du XVIe siècle, le ressort moteur doit être remonté régulièrement de la même manière qu'on remonte le poids d'une horloge. La grande différence, c'est que le poids d'une horloge exerce une force constante du début à la fin. Mais c'est pas du tout le cas pour le ressort moteur. Quand on vient de le remonter et qu'il est bien comprimé, il exerce une force importante, alors qu'à la fin, quand il est détendu, il exerce une force beaucoup plus faible, et ça va poser problème. Dans la montre, ce qu'on veut, c'est une action de rotation. Donc c'est pas tout à fait la force qui nous intéresse, c'est plutôt ce qu'on appelle le couple. Par exemple, quand vous faites tourner une porte, c'est plus facile de pousser loin de l'axe de rotation. La distance entre l'axe de rotation et le point d'application de la force, c'est ce qu'on appelle le bras de levier. Si vous essayez de faire tourner une porte en appuyant tout près de l'axe, ça va être compliqué. Donc on veut que le bras de levier soit grand parce que le couple, c'est la force multipliée par le bras de levier. Donc on revient à notre problème, plus le ressort moteur se détend et moins il transmet de force. La solution, c'est un petit objet qu'on appelle une fusée et qui a cette forme conique. On relie le ressort moteur à la fusée avec une chaîne, et l'astuce, c'est de commencer par enrouler la chaîne en haut de la fusée, et petit à petit de laisser la chaîne s'enrouler sur des cercles de plus en plus grands. Petit à petit, le rayon augmente, donc le bras de levier augmente, et ça c'est parfait, ça vient compenser la diminution de la force. Ce qui nous intéresse à la fin, c'est le couple, donc force fois bras de levier. Plus le ressort moteur se détend et plus la force diminue. Mais comme on enroule sur un cercle de plus en plus grand, le bras de levier augmente et donc le produit force fois bras de levier reste constant. Le couple reste constant, ce qui permet à la fin à l'aiguille d'avoir un mouvement régulier. Alors au XVIe siècle, le mécanisme est encore très approximatif. Il y aura beaucoup d'améliorations par la suite, notamment le deuxième ressort spiral qui permet de créer une résonance. Aujourd'hui, la résonance est assurée de manière encore plus précise par les oscillations du quartz. La plupart des montres modernes sont des montres à quartz, ce qui nous amène au sponsor de cette vidéo, Holzkern. Leurs montres sont vraiment superbes, tout est fabriqué à partir de matériaux naturels, bois, améthyste, marbre. L'avantage du bois, c'est qu'il offre naturellement des motifs uniques, comme sur cette montre en bois zébré. Et en plus des montres, Holzkern propose aussi des bijoux, des lunettes de soleil, des sacs à main. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Le site propose des milliers de modèles différents avec des matériaux organiques et uniques. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le modèle Sigiriya. Regardez, on voit le mécanisme et notamment le fameux ressort spiral qui permet l'oscillation régulière.
Holzkern, c'est une entreprise qui mise sur des petites séries pour une production plus responsable et plus éthique. La livraison et les retours sont gratuits et très simples à demander, et tous les produits sont garantis pendant 2 ans. Si vous voulez jeter un œil, le lien est en description. Vous aurez 15% de réduction sur tout le site pendant 1 mois avec le code LIVRE. Et du 28 mai au 2 juin, vous pouvez même obtenir 20% de réduction via un petit jeu sur le site. Je vous laisse voir par vous-même. Merci à Holzkern de soutenir la chaîne et retour à la vidéo. Pendant l'Antiquité, les miroirs étaient fabriqués à partir d'obsidienne ou de métaux. Ça posait plusieurs problèmes. Déjà, le reflet était sombre, et surtout, il fallait sans cesse polir la surface avec une pierre ponce. Pour que la réflexion se produise, la surface d'un miroir doit être la plus plate possible. Aujourd'hui, on le sait, la lumière, c'est une onde électromagnétique avec une certaine longueur d'onde. Ce sont donc des champs électromagnétiques qui viennent taper sur la surface du métal. Dans le métal, il y a des électrons libres qui vont se mettre à osciller sous l'influence de ce champ électromagnétique. Ça donne lieu à 2 phénomènes. Le premier, c'est la diffusion de la lumière dans toutes les directions. Et le second, c'est celui qui nous intéresse, c'est la réflexion de la lumière. C'est ce qui vous permet de voir votre reflet. Si la lumière est diffusée, c'est ce qui se passe quand elle traverse un nuage par exemple, elle se retrouve dispersée dans toutes les directions et on ne voit pas l'image nette de la source. Pour l'exemple du nuage, la diffusion vient de la taille des gouttes d'eau qui sont plus grandes que la longueur d'onde de la lumière. Les gouttelettes dans un nuage font quelques micromètres alors que la longueur d'onde de la lumière visible, c'est autour de 600 nanomètres, c'est plus petit. De la même manière, les objets autour de vous ont plein de petites rugosités. Elles sont petites à notre échelle, mais ces rugosités sont grandes par rapport à la longueur d'onde, et donc elles vont diffuser la lumière. Par exemple, un objet en tissu, il va jamais réfléchir la lumière, il va la diffuser. Mais maintenant, si vous prenez un morceau de métal et que vous le polissez pour qu'il soit vraiment très plat, les rugosités vont devenir plus petites que la longueur d'onde de la lumière, et donc cette lumière va être réfléchie. L'objet va se comporter comme un miroir. Le problème des métaux, c'est qu'ils s'oxydent facilement, et à la moindre rayure, la lumière va être diffusée au lieu d'être réfléchie. Et donc il faut tout le temps les polir, c'est un peu embêtant. Pendant la Renaissance, les artisans vénitiens vont recouvrir le métal d'une plaque de verre. Ça va protéger le métal de l'oxydation et des rayures. La lumière va passer à travers le verre et ensuite être réfléchie sur le métal. En faisant ça, ils inventent le miroir de verre, c'est-à-dire le miroir moderne. Grâce à ces miroirs, on améliore les sextants astronomiques pour fabriquer des sextants nautiques qui permettent aux bateaux de repérer leur position. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, j'en ai parlé dans la vidéo précédente sur les inventions du Moyen-Âge. Il reste quand même un petit inconvénient à cause de cette couche de verre. Le verre n'est pas parfaitement transparent, il y a des petites réflexions au niveau de l'interface entre l'air et le verre. Ces réflexions parasites, on s'en fiche un peu quand on veut se regarder dans la glace le matin, mais si on veut faire de l'optique de précision, c'est embêtant. Et donc pour construire des télescopes ou des lasers, on va utiliser ce qu'on appelle des miroirs frontaux. Des miroirs sans couche de verre, il y a uniquement le métal. Ça permet une bien meilleure précision et ça évite entre autres d'avoir ces réflexions parasites. Là, vous voyez la comparaison entre un miroir normal à gauche avec la couche de verre et un miroir frontal à droite sans la couche de verre. Comment parler de la Renaissance sans évoquer Léonard de Vinci ? C'est l'archétype du savant universel, il a contribué à tous les domaines de son époque, il a inventé le schéma technique et le biomimétisme, il a détaillé des inventions qui certes très souvent existaient déjà avant lui, mais il a poussé le niveau de détail dans ses schémas à tel point qu'on peut dire que De Vinci est le savant absolu de la Renaissance.
En optique, il s'est intéressé à la vision, aux effets d'ombre et de lumière, à la réflexion, à la réfraction, à l'étude des couleurs de l'arc-en-ciel. En géologie, il a étudié l'érosion, la stratification des roches, les fossiles. En botanique, il a détaillé la croissance des plantes, la structure géométrique des feuilles. En mécanique des fluides, il a dessiné des tourbillons, des machines hydrauliques, des canaux. Il a émis des théories sur la pression de l'eau et sur son mouvement dans les tuyaux. En architecture, il a planifié des villes, des structures en dôme, des ponts, des escaliers hélicoïdaux, des églises, des fortifications. En ingénierie, on lui doit des concepts d'hélicoptères, d'ornithoptères, de parachutes. C'est là qu'il utilise beaucoup de biomimétisme, des machines de guerre, des grues, des scaphandres, des sous-marins. Et regardez, on en a parlé pour les montres, le ressort moteur et la fusée. En acoustique, il a étudié la propagation du son, il a conçu des instruments à cordes. En anatomie, il s'est intéressé aux proportions, il a schématisé toutes sortes d'organes, les muscles, le système nerveux, il a étudié le fœtus, il a fait de l'anatomie comparée entre l'homme et les animaux, et puis niveau peinture, on peut dire qu'il se défendait pas mal. Dans l'Empire romain, certains coffres étaient verrouillés par un système de levier à actionner dans un ordre précis. Un peu plus tard, des savants arabes inventent des systèmes avec des roues et des goupilles qu'il faut placer dans la bonne position pour libérer un mécanisme. L'idée d'utiliser des combinaisons de chiffres ou de symboles arrive pendant la Renaissance grâce à Cardano, en français Jérôme Cardan. C'était un ami de Léonard de Vinci et les mathématiciens le connaissent bien, c'est un des précurseurs des nombres complexes. La grille de Cardan pour les messages cachés, ça vient également de lui. Et pour les serrures, Cardan aligne des disques avec des encoches. Quand les disques sont correctement alignés, un loquet peut passer dans l'ouverture et le mécanisme s'ouvre. C'est la première véritable serrure à combinaison. Il n'y a pas de clé, juste une séquence de chiffres ou de symboles à retenir. Et si on veut, on peut changer la combinaison en repositionnant les disques. Ambroise Paré était le barbier chirurgien du roi de France Charles IX. Il y avait des métiers cool à l'époque. Il va inventer de nouvelles manières de soigner les blessés sur les champs de bataille, avec notamment la ligature des artères. Voilà un dessin de blessé de guerre par Ambroise Paré. Alors je ne sais pas contre qui il s'est battu celui-là, mais il a pris cher. En entrant au service du roi, Ambroise Paré a cette fameuse discussion. Charles IX lui dit « J'espère que tu vas mieux soigner les rois que les pauvres ». Et Ambroise Paré répond « Non sire, c'est impossible, je soigne les pauvres comme des rois ». Plus tard, Charles IX reçoit un bézoar, c'est une pierre qui se forme dans l'estomac des vaches, et on lui annonce que c'est un antidote universel. Le roi demande à Ambroise Paré ce qu'il en pense, et le chirurgien lui répond que c'est n'importe quoi. Mais Charles IX aimerait bien tester quand même. Donc Ambroise Paré fait venir un condamné à mort, il trouve un cuisinier qui avait volé de l'argenterie, en ces temps-là ça rigolait pas, c'est une histoire vraie tout ça. On empoisonne le cuisinier et ensuite on essaye de le soigner avec le bézoar. Évidemment ça marche pas et le cuisinier meurt 7 heures plus tard. Ensuite Ambroise Paré va inventer des prothèses très perfectionnées pour les jambes, pour les mains, avec à chaque fois des articulations extrêmement précises. Il arrive en partie à redonner la fonction du membre qui a été perdu. En faisant ça, il invente la biomécanique. Et avec l'ensemble de ces découvertes, on considère qu'Ambroise Paré est le père de la chirurgie moderne. En l'an de grâce 1564, un gisement de graphite pur est mis à nu en Angleterre. Un des intérêts du graphite, c'est de former une marque noire facile à tracer. Au début, les bergers s'en servent pour identifier leurs moutons, puis c'est sur papier que le graphite sera le plus utilisé, notamment parce qu'il s'efface beaucoup mieux que l'encre. Ensuite, pour éviter de se tacher, on dépose le graphite sur un morceau de bois,
c'est la naissance du crayon à papier. 2 siècles plus tard, Nicolas-Jacques Conté va mélanger de l'argile avec le graphite. L'avantage de ce mélange, c'est qu'il permet de contrôler la dureté du crayon. Ici, on voit l'échelle de dureté. À gauche, du côté H, on a utilisé des crayons durs pour un tracé clair. Ce sont des crayons qui contiennent plus d'argile et moins de graphite. Et à droite, du côté B, les crayons sont plus tendres, le tracé est plus sombre. On a mélangé moins d'argile et plus de graphite. La Renaissance, c'est aussi l'époque des grandes explorations avec Christophe Colomb, Vasco de Gama, Magellan. À cette période, les instruments comme la boussole et l'astrolabe permettent d'affiner les tracés sur les cartes. Pendant l'Antiquité, les cartes étaient assez approximatives, et même pendant le Moyen-Âge, vous voyez ici une carte du XIIe siècle. Alors là, le sud est en haut, mais voilà, comme ça, on reconnaît mieux les continents. On voit quand même que les formes ne sont pas très précises, et puis il manque quand même une bonne partie du globe là. Ça, c'est une carte attribuée à Christophe Colomb en 1490, donc avant son premier voyage, et voilà une carte de 1507, à peine 17 ans plus tard, avec une bonne partie de l'Amérique déjà dessinée. En 1569, Mercator révolutionne la cartographie avec une projection qui préserve les angles et donc les formes des pays et qui trace des méridiens droits. Le respect des angles, c'est parfait pour la navigation, ça permet de maintenir un cap constant. L'inconvénient, c'est que les pays près des pôles ont des surfaces qui apparaissent trop grandes par rapport aux pays près de l'équateur. Mais bon, on veut projeter une sphère sur un plan, d'où le nom planisphère d'ailleurs, et cette projection, elle n'est jamais parfaite. Vous devez par exemple sacrifier la forme des pays ou leur surface, il faut faire des choix. Il existe plein de projections très variées, vraiment très variées. Même Léonard de Vinci s'est prêté au jeu. Mais voilà, c'est la projection de Mercator qui s'est imposée. À l'époque, on se pose aussi la question des cartes polaires. Là, ce sont des cartes de 1593 montrant le pôle Nord et le pôle Sud avec une terre australe inconnue. Si la forme n'est pas la bonne, c'est normal. À cette époque, c'est juste une conjecture. L'Antarctique ne sera découvert qu'en 1819. Le calendrier julien fut mis en place par Jules César en 45 avant Jésus-Christ. Il comporte 365 jours et une journée de plus, le 29 février, une fois tous les 4 ans. 1 sur 4, ça fait 0,25, donc les années comportent en moyenne 365,25 jours. Problème, la durée réelle d'une année, c'est pas 365,25, si on veut être précis, c'est 365,2422. Ce petit écart s'est accumulé au fil des siècles pour finir par créer un décalage de 10 jours. Le calendrier ne collait plus aux saisons. Le pape Grégoire XIII règle le problème en faisant succéder au jeudi 4 octobre 1582 le vendredi 15 octobre, donc il va sauter 10 jours pour rattraper le décalage. Et pour éviter que ça recommence, il va créer une année moyenne de 365,2425 jours, beaucoup plus proche de la valeur réelle. Pour ça, on continue à rajouter le 29 février une année sur 4. C'est ce que faisait déjà Jules César, c'est ce qui donne 365,25. Mais on ajoute une exception, les années séculaires, donc 1700, 1800, 1900, perdent leur 29 février. Normalement, elles avaient un 29 février, vu qu'elles sont multiples de 4, mais on leur enlève. On enlève un jour tous les 100 ans, 1 divisé par 100, ça fait 0,01, retranché à 365,25, ça donne 365,24. Et ensuite, on ajoute une exception à l'exception, les années multiples de 400, donc 2000, 2400, 2800, finalement, on leur redonne leur 29 février.
Donc on ajoute un jour tous les 400 ans. 1 divisé par 400, ça fait 0,0025. Ajouté à 365,24, ça donne 365,2425. Et là, on est très proche de la valeur réelle qui vaut 365,2422. Il reste un décalage de 3 jours tous les 10 000 ans. Ce sera le pape Grégoire 72 qui s'occupera de ça. On attribue souvent l'invention du microscope à Janssen aux Pays-Bas en 1590. Janssen, c'était un fabricant de lunettes, donc il savait fabriquer des lentilles en verre avec une grande efficacité. Le principe, c'est d'associer 2 lentilles, un objectif près de l'objet qu'on veut observer et un oculaire près de l'œil. L'objectif crée une image intermédiaire agrandie et l'oculaire fait un effet loupe sur cette image. On n'a pas de preuve directe que Janssen soit bien l'inventeur. Par contre, on sait que Galilée reprendra le dispositif pour le rendre plus précis. Au siècle suivant, un autre Hollandais, dont je ne vais pas me risquer à prononcer le nom, va faire des observations avec un microscope à une seule lentille. Il va observer les cellules des corps vivants et les microbes. On découvre un nouveau monde totalement inconnu jusqu'alors. C'est le début de la microbiologie, de la bactériologie, et ça va totalement révolutionner la médecine. Le thermoscope, c'est l'ancêtre du thermomètre. C'est un instrument qui ne donne pas de mesures chiffrées, mais qui permet d'avoir une idée de la température. On pense que l'instrument a été inventé par Galilée. Le principe est le suivant. On enferme de l'air dans une ampoule en verre retournée sur un liquide coloré. Le liquide monte un peu dans la tige par capillarité, et quand on tient l'ampoule dans ses mains, l'air à l'intérieur se met à chauffer, donc le volume de l'air va augmenter, et ça va pousser le liquide vers le bas. Plus on a les mains chaudes, et plus le liquide va baisser. En 1612, Santorio, un élève de Galilée, va rajouter des graduations et utiliser le dispositif à des fins médicales. Ça reste très rudimentaire, le défaut principal du thermoscope, c'est d'être sensible à la pression atmosphérique. Plus tard, on fermera le dispositif pour éviter cette influence un peu embêtante de la pression, et ça donnera naissance au véritable premier thermomètre. Encore une fois, c'est une invention qui va grandement aider la médecine, mais également la météorologie et l'ingénierie. Et le concept de température va jouer un rôle central en physique, notamment dans un de ses domaines les plus importants, la thermodynamique. La prochaine vidéo de cette série portera sur les inventions du XVIIe siècle avec la révolution scientifique. C'est justement le moment où le nombre d'inventions explose. Et entre-temps, je posterai une vidéo de relativité sur l'univers bloc et sur la question de savoir si l'avenir est déjà écrit. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de tout ça. Merci à Ulskern pour le sponsor. J'ai mis le lien dans la description si vous voulez les 15% de réduction avec le code LIVRE. Merci aux tipeurs, portez-vous bien et à bientôt sur Les Vraies Sciences.